Bonjour à tous, c'est Céline. Comme chaque lundi, on se retrouve pour notre émission Watch at Talk et c'est toujours un plaisir parce que je suis accompagnée de ma chère Manon et d'Achille. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien, et toi Céline? Ça va? On n'a pas trop eu le temps de se dire bonjour tout à l'heure. Mais... Non, mais bon, c'est pas grave. Ça va? On se voit tous les jours, toutes les nuits. Oh, est-ce que tu es sûre? Oui, ça va super. Très très contente d'être ici. Début de semaine un peu gris, mais bon, on est là avec nos beaux sourires, donc c'est le plus important. Bon bah super. Alors comme vous le savez, chaque semaine on reçoit en général un membre ou un fondateur ou un président d'une association pour pouvoir mettre en lumière ce qu'ils mettent en place au niveau solidaire. Et puis chaque semaine on parle un petit peu de ce qui se passe dans le monde ou en France sur cet élan de solidarité qu'on voit sur les réseaux sociaux ou pas. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un homme, Antoine, qui fait un projet, qui a réalisé un projet qui est vraiment fabuleux. Alors habituellement c'est vrai qu'on nous contacte pour passer dans l'émission, mais c'est vrai que là, cette fois-ci je me suis baladée un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai eu un gros coup de cœur sur cette association. Je trouve que c'est assez novateur, ça se voit que c'est fait avec le cœur, ça se voit que c'est pas fait pour être visible et pour être vu aux yeux de tous. C'est un projet de cœur pour les enfants, avec tout ce qui est axé sur la technologie. Et cette association, donc, ça s'appelle Basket au pied. Bienvenue à toi, Antoine. Merci. Tu vas bien? Ça va, ouais. Très bien. J'attends la fin des applaudissements. Non, on parle pendant les applaudissements. Bon, alors un petit coup d'applaudissement encore une fois. Je pense que j'ai jamais été applaudi comme ça. Oh. Non, je déconne. Ouais, je pense en tout cas, aussi. Basket au pied a été applaudi de nombreuses fois, mais par des petits comités, parce que c'est, comme tu l'as dit, encore très intime, encore très, très petit, et on a voulu avancer doucement jusqu'ici. Donc déjà, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. C'est chouette d'avoir une mise en lumière du projet. Surtout que tu ne viens pas de Paris, tu viens d'un peu plus loin et tu as quand même fait le déplacement. Alors pour d'autres raisons, c'est pas que pour IRM, mais c'est encore plus. Pour IRM. C'est super flatteur pour IRM en fait. C'est genre, tu dis ça en mode. Non, attends. Non, il y a une grande partie. Il s'est déplacé pour autre chose. Non, c'est juste pour dire la vérité en fait, on va pas se mentir. C'est bien, il est venu chez IRM. Il vient de loin. C'est bien. Il faut le féliciter. Allez, un petit peu d'applaudissements. Alors moi je suis quelqu'un d'honnête, j'allais pas dire il est venu juste pour IRM, je dis juste qu'il s'est déplacé pour d'autres raisons. Mais en tous les cas, on est très très ravis que tu sois avec nous. Alors pour que les auditeurs comprennent un petit peu, alors je sais qu'on pose plein de questions tout le temps sur l'association, mais on est obligé de recontextualiser. Ouais. Quelle est cette association? Alors quand est-ce qu'elle a été créée et quel est l'objectif principal de Basket au pied? Alors Basket au pied à l'origine n'était pas du tout destiné à être un projet associatif. Moi j'ai travaillé je suis comédien à l'origine, donc oui effectivement je viens de loin mais j'ai quand même travaillé pendant 7 années à Paris et mon métier de comédien m'a amené en fait à travailler pour une chaîne de montagne, une chaîne de sport outdoor dans laquelle j'ai pu exprimer mon ressenti, le plaisir que j'avais à communier avec la montagne au travers du sport. Et notamment la course à pied en montagne. Et puis cette chaîne m'a fait avancer vers une autre chaîne, vers un groupe plus important, qui est le groupe Media One à Paris, et notamment la chaîne Trek, dans laquelle j'ai pu exercer un métier à la fois de producteur de mes propres émissions, un métier d'auteur, et puis toute cette création, ça nous a permis de voyager et puis de vivre des belles expériences. Et puis à un moment, on s'est dit, ok, tout ça c'est cool, c'est chouette, mais moi j'ai aussi envie de me rapprocher un petit peu à la fois de l'audience qui nous regarde, des gens qui représentent le peloton d'une course, comme un marathon ou un trail en montagne. Et puis, je suis sorti du groupe Media One il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai souhaité, sous l'impulsion de Sébastien Logy, qui produisait une partie de mes programmes à l'époque, créer un programme 100% dédié au web pour créer cette proximité, faire en sorte qu'on soit un petit peu plus rapprochés les uns les autres. Et donc on a créé Basket au pied. Et Basket au pied, c'est un nom qui évoque pas mal de choses et puis surtout la possibilité de découvrir des contrées, découvrir des personnes lambda, découvrir des profils complètement amateurs, des gens qu'on n'a pas l'habitude de mettre en lumière. J'ai adoré les sportifs de haut niveau, je les ai accompagnés pendant plusieurs années, j'ai toujours trouvé des choses chouettes en eux, mais j'avais aussi la volonté et
Et je pensais réellement et je pense encore toujours qu'au travers des amateurs qui se construisent dans le sport, il y a des récits à mettre en avant, des personnes qui se reconstruisent après un accident, après une phase de vie qui est pas forcément toujours simple. Et puis voilà, donc Sébastien me dit ok, et donc ce premier épisode, on le fait où et on dit quoi? Et je dis je sais pas. Alors c'était sous forme d'émission, de série, est-ce que ça se présentait comment? C'était des petits documentaires, on s'était pas du tout arrêté sur le minutage, on s'était pas du tout arrêté, on avait une page Facebook toute neuve qu'on venait de lancer, on savait que Basketopia officiellement lancerait au Mondial du Trail fin août 2018, et puis de là, quoi qu'on raconte, de toute façon, l'audience répondrait ou pas, et au moins on serait dans une optique de faire un travail qu'on aime, et c'était le plus important pour nous. Yes. Et puis ça faisait plusieurs années qu'en parallèle de mon métier, je pratiquais donc la course à pied en montagne et que je soulevais des fonds pour une association qui s'appelle le Rire Médecin et qui embauche des clowns à l'hôpital pour les enfants malades. Et j'ai souhaité aller plus loin. Je me suis dit voilà, cet asso je l'accompagne, je soulève des fonds, mais je ne sais pas réellement ce qu'il y a derrière. Je sais que c'est des clowns, mais dans quelles conditions ils interviennent, dans quelle mesure. Je vais prendre une équipe, des caméramans, et puis on va aller faire un tour à l'hôpital. Et on a commencé à faire de l'observation, de l'immersion avec les clowns. Et puis ça m'a apparu un peu comme une évidence que leur travail était déjà formidable. Je le souligne, c'est un engagement, c'est une vocation pour moi, je pense. Et donc, les personnes qui sont ces clowns que l'on voit à l'hôpital pour faire rire les enfants, pour les divertir un petit peu, est-ce que ce sont des comédiens ou pas forcément? Des animateurs, des comédiens? Oui, c'est des comédiens. C'est vraiment des comédiens professionnels. C'est des intermittents du spectacle. C'est des gens qui sont formés au métier de clown. Voilà. On dit souvent arrête de faire le clown. Voilà, c'est un peu réducteur parce qu'il y a un gros travail derrière. Et être comédien clown, pour le Rire Médecin ou pour une autre association, c'est un engagement professionnel énorme, parce que ça va bien au-delà du simple personnage. Il y a aussi toute une pédagogie, toute une approche, à la fois avec les médecins, avec les enfants, avec le personnel soignant. Et donc, voilà, j'ai découvert un véritable engagement de leur part. Et puis à côté de ça, je me suis dit, mais moi j'ai eu la chance à un moment dans ma vie de vouloir vivre de mon métier, de ma passion, et donc l'alliance du sport, de la nature, de la comédie, un petit peu de présentation, etc. Je me suis dit, on a eu la chance de voyager, on est presque égoïste d'avoir un tel métier. Voilà, je me suis passé d'un avion à un autre, d'un train à un autre, et puis d'une contrée à une autre, et d'une nature à une autre, et je me suis dit mince, qu'est-ce que je peux faire? Et puis depuis quelques années, on réalise beaucoup les documentaires avec des images aériennes, voilà, des drones, avec des drones plus précisément. Et je me suis dit mais pourquoi on récupérerait pas ces images-là et puis on essaie de les retranscrire dans des masques de réalité virtuelle, et pourquoi on n'irait pas faire voyager ces gamins parce que les clowns sont là, il y a beaucoup d'associations à l'hôpital. Mais le bien-être de l'enfant à l'hôpital, il est primordial dans le chemin de guérison. Ça fait partie de la thérapie, en fait. Ça fait partie de la thérapie. La positivité d'un enfant, elle joue énormément sur son parcours de soins. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, on va essayer ça. Et donc, après l'immersion à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il fallait aller sur le terrain, qu'il fallait aller chercher des images. Et puis, on est parti sur les chemins du Mont Blanc. Et on a réalisé un documentaire en parallèle qui s'appelle Sur les sentiers de la liberté et qui nous a permis de passer plusieurs jours à immortaliser un décor qui est complètement vierge, qui est complètement fou, qui est apaisant. Et j'avais soin de retranscrire les émotions que moi je peux vivre en montagne. Donc c'est pas évident parce que finalement, quand on prend des rushs, des morceaux de vidéos aériennes, il n'y a pas forcément... tout ne peut pas passer. Toutes les émotions ne peuvent pas passer. Donc il y a aussi la réflexion de créer une musicalité, un rythme, quelque chose qui allait une sorte d'histoire en fait. Ouais, comme une histoire, ouais. Mais on voulait surtout rien raconter dedans. Parce qu'on s'est rendu compte, ça c'est un petit peu plus tard, mais on s'est rendu compte que l'intellectualisation de l'enfant va faire tout le reste en fait. Voilà, et plus l'enfant est
moins l'enfant intellectualise et plus l'enfant est apaisé et plus... C'est ça, tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure. Ouais. J'ai l'impression que j'allais te poser la question, en fait, qu'est-ce que vous êtes dit pour ces premières images que vous alliez montrer aux enfants? Tu as utilisé le mot apaisant à 2 reprises, et j'ai l'impression que c'était le seul but au final, en tout début, c'était vraiment d'apaiser les enfants, de les faire se sentir bien juste au contact d'images et de ce voyage virtuel quelque part, c'est ça, hein? Ouais, c'était ça. Alors même au-delà de l'apaisement, je dirais même, nous on avait imaginé la chose dans un esprit presque plus d'accompagnement. D'accord. Finalement, une journée à l'hôpital, c'est 24 heures. Comme tout le monde, c'est parfois plus long dans le sens où il se passe quand même beaucoup moins de choses et toutes les choses qui s'y passent sont liées aux soins. Et tout ce qui est lié aux soins, je pense qu'on est beaucoup en France et dans le monde à ne pas forcément aimer le rapport à la médecine. Et voilà, donc quand on va chez le médecin pour une angine, c'est pas très grave, hein. Après quelques minutes, on ressort avec une ordonnance et quelques médicaments et c'est réglé. Après voilà, tout ce qui est lié aux piqûres, aux pansements, aux plaies et puis tout ce qui est lié aussi à des maladies qui malheureusement aujourd'hui font partie de notre quotidien, nous ont entre guillemets attrapés de manière assez vicieuse et on a encore beaucoup de mal à connaître les issues. Et donc voilà, donc au début c'était vraiment l'accompagnement et puis à terme et au fur et à mesure des visites, on s'est rendu compte que les images de nature, de la manière avec laquelle je l'ai expliqué tout à l'heure, montaient dans un certain sens, avec un certain rythme, une certaine musicalité, on arrivait à pouvoir embarquer l'enfant ailleurs de manière très apaisante, surtout pas hypnotique, comme certaines VR le font aujourd'hui. Et puis on arrive à prodiguer des soins sans que les enfants s'en rendent compte de trop. Donc on baisse considérablement l'état d'anxiété de l'enfant, on baisse aussi l'état douloureux, voilà, ça on l'a vérifié encore vendredi dernier. On était à la Pitié-Salpêtrière pour faire des essais sur des personnes un peu plus avancées en termes d'âge. On s'est rendu compte que sur 20 minutes d'immersion en nature, on a une femme qui ressentait énormément de douleur avant notre arrivée, finalement, pompe de morphine dans la main, s'en s'est pas servi pendant 20 minutes, donc voilà, c'était assez impressionnant. Moi, ça me fait penser à j'ai eu un accident étant tout petit. C'est super gore, vraiment super gore. Allons-y. Ah non, moi je suis pas prête, je déteste ça. En fait, je sais plus, j'étais où, j'avais l'âge de 6 ans avec mes parents, on est rentrés super tard et il était minuit et fatigué, je m'assois à table pour aller manger et j'ai gardé le couteau dans la main. Et j'étais mal assis, donc j'ai voulu m'avancer, sauf que j'ai gardé le couteau dans la main et mon couteau s'est retrouvé dans ma jambe. Et du coup j'ai dû l'enlever et en l'enlevant après je me suis retrouvé aux urgences. Et valait mieux, voilà, un peu quand même. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est en soi, c'est même pas l'opération que j'ai eue pour me recoudre, etc. C'est le décor. C'est-à-dire que j'étais à... C'est Necker, c'est dans le 7e, c'est ça, hein? Voilà. Je retiens le décor des dinosaures, c'était tout vert, c'est le souvenir que j'ai aujourd'hui. Ça prouve à quel point des petites choses, enfin, ce qu'on peut considérer comme des petites broutilles, peuvent avoir une importance fondamentale sur c'est un impact énorme. L'émission. Hein. Énorme. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi l'à côté, c'est-à-dire que les images, le masque, c'est une toute petite partie de notre travail à l'hôpital. Quand je disais tout à l'heure, on est rentré dans ces services-là, nous on intervient en hémato-oncologie, donc c'est des services qui sont souvent liés à des maladies comme la leucémie, les lymphomes, certaines tumeurs et autres. Et donc c'est des services relativement lourds, c'est des services qui sont très protocolaires sur beaucoup de plans, notamment au niveau de l'hygiène, au niveau de la manipulation et au niveau de la pédagogie. Et en fait, nous on va bien au-delà de la simple immersion à travers de l'image, c'est-à-dire qu'on rentre dans une chambre, on sait déjà énormément de choses sur l'enfant et on sait aussi comment lui parler, comment l'aborder et comme tu le disais tout à l'heure, on a parfois juste un mot c'est ça. qui positive l'enfant, qui change son état d'esprit. Ouais, c'est ça. Faut savoir qu'à l'hôpital, une porte qui s'ouvre d'une chambre, c'est pas que des bonnes nouvelles, bien au contraire. Parfois ça se finit très bien et dans d'autres cas ça se finit très mal, malheureusement. Donc voilà, le parcours de soins il est compliqué pour un enfant. L'enfant est toujours aussi accompagné d'un de ses deux parents, toujours
quand il y a des parents, quand les parents sont là, malheureusement aussi, c'est quelque chose à prendre en considération pour éviter voilà, les bourdes, comme on dit. Même si c'est humain, ça peut aussi être très blessant, donc il faut qu'on soit préparé à ça. Et on le voit, même les parents. C'est-à-dire que dans la vie d'un parent à l'hôpital qui accompagne son enfant, parfois c'est un mot, parfois c'est 2 mots, parfois c'est une phrase, c'est un sourire, un regard. Moi, je sais quand je rentre dans une chambre, la première des choses, si je sais déjà où se trouve le lit par rapport à la pièce, parce que je connais les chambres à force, et je me connecte au premier regard et je donne quelque chose au travers d'une certaine intelligence émotionnelle de dire à l'enfant, rassure-toi, je suis là pour passer un bon moment avec toi, parce que pour lui c'est terrible en fait. Il se dit oulala, c'est qui lui? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'est-ce qu'il va me dire? Mais dans quel état émotionnel tu te retrouves parce qu'au bout d'un moment tu donnes beaucoup, et après je ne sais pas si le secret médical s'applique aussi à l'association, c'est-à-dire que est-ce que toi tu sais par exemple quand tu vas dans une chambre que tel enfant ou telle personne est condamnée, parce que tu dois emmagasiner pas mal pour pouvoir donner de la positivité, mais tu dois te sentir, que ce soit toi ou les autres membres de l'association, vous devez vous sentir lessivé quoi, à la fin de la journée. Ça se ressent pas? C'est assez bizarre. D'ailleurs, j'ai consulté Véronique Tanguy avec qui on a développé le projet à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. À l'époque, il était cadre de santé. Et un jour, je me souviens toquer à sa porte en lui disant « Mais Véro, je crois que j'ai un problème, j'en sais rien, je sais pas, est-ce que c'est malsain, est-ce que... » Mais moi, de venir ici, ça me fait un bien fou. Moi, les gosses, ils me boostent à bloc. Un enfant qui traverse la maladie, de toute manière, il ne ressortira pas comme il est rentré. Sur le plan du caractère, de tout ça, il y a certes déjà une grande partie de lui qui s'est forgée sur un moment pas chouette, mais au-delà de ça, les gosses, ils sont géniaux. Et ils sont souvent aussi plus matures, Et pourtant, l'enfant n'a pas vraiment de projection sur ce qui va se passer. Il n'a pas vraiment de regard. L'analyse de la mort, elle est très biaisée, complexe. L'enfant, il rentre avec une certaine naïveté. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent, les parents ne sont pas forcément, pour moi en tout cas, et je vais peser mes mots, mais vraiment à titre personnel, je pense que le parent est indispensable dans le processus de guérison d'un enfant et dans le quotidien pour l'interprétation médicale et autres. Mais je pense aussi que le parent n'est pas réellement toujours un allié. Parce que nous, en tant qu'adultes... Il est porteur de stress parfois. Voilà, on intellectualise tout, on comprend les choses. Et malheureusement, aujourd'hui, encore trop souvent, le mot cancer nous amène tout de suite à l'inévitable, à la mort, à tout ça. Alors que finalement, les chiffres sont quand même meilleurs d'année en année. Et voilà, la recherche avance. Le bien-être à l'hôpital contribue aussi à ça, les médecins le disent, on n'a pas la réponse à 100%, on ne sait pas ce qui peut se passer. Après, je rentre dans une chambre avec beaucoup de recul, c'est-à-dire que je ne projette rien à titre perso. C'est ce que j'allais dire. Je prends vachement de recul. Je donne autant d'amour que si c'était mon propre enfant sur un instant T, parce que voilà. Et puis après, effectivement, il peut y avoir des moments où on est face à une issue qui est celle de... Oui, on sait, c'est tragique, on le sait. Et quelque part, on vient dans un mood qui est celui de partager ou de faire partager un moment chouette, un moment que nous, on a eu la chance de vivre. Et c'est une transmission, c'est un devoir, c'est... Et puis voilà, nous on est en contact avec des parents, notamment d'enfants qui malheureusement n'ont pas survécu à la maladie et qu'on a connu et accompagné. Et moi je suis toujours très touché et très content, très satisfait de savoir que ce parent-là me dit « mais vous savez, dans les dernières semaines, s'il y a un truc de chouette... que notre fille ou que notre fils a pu vivre, c'est aussi basket au pied, mais tout comme les clowns, comme ça. Ça doit faire du bien d'entendre ça, j'imagine. Ça fait du bien, ouais. On se dit, bon, c'est cool, tiens, je me lève le matin, ça sert à quelque chose, voilà. Et puis, et au-delà de ça, moi, j'ai toujours
envie de penser qu'on est privilégié par rapport aux soignants, par rapport aux médecins qui vivent H24 avec ces gens-là, avec ces enfants-là, et c'est un accompagnement de plusieurs mois, voire plusieurs années, qui peut parfois être tragique. Et là, je pense que c'est un attachement différent. Voilà. Donc nous, on les aime beaucoup, mais on n'est pas... on prend un recul maximum. Et les clowns, par exemple, du Rire Médecin, alors j'ai toujours tendance à dire, voilà, nous, on est un petit peu plus vulnérables que les clowns parce qu'eux rentrent avec un personnage. Donc il y a une certaine barrière, voilà. Mais les images sont quand même toujours les mêmes. C'est très violent, hein, un enfant alité, un enfant dans un processus de traitement, de soins, et pas forcément... voilà. C'est tout un ensemble, même l'environnement de l'hôpital. L'environnement, et voilà. Et eux, les clowns, sont quand même aussi formés au dernier souffle de l'enfant, parce qu'à un moment, il fait partie intégrante de la vie de l'enfant à l'hôpital. Et les parents ont aussi besoin du soutien des clowns dans des phases comme celle-ci. Donc là, il y a aussi un autre engagement. Mais l'associatif, mais d'ailleurs tout comme les médecins et les soignants, on y va parce qu'on y va, déjà on n'y va pas pour nous, on y va pour eux. C'est un peu des vocations, et la solidarité, je le dis toujours, quand on veut faire du solidaire, il faut déjà être bien en phase avec soi-même. C'est à ça que je voulais en venir. C'est vrai comme je disais tout à l'heure, on a reçu pas mal d'associations ici. Moi-même, j'ai une association et on a besoin de se sentir bien nous-mêmes avant d'aider les autres. Ça, c'est primordial pour moi parce que quand on est, et on le disait avant l'émission, il y a beaucoup de gens qui créent des associations parce qu'ils ont un mal-être, une souffrance, et ils se disent, bah tiens, pour que j'aille mieux, je vais aider les autres. Et finalement, c'est pas forcément efficace de faire ça dans ce sens-là. Je pense qu'il faut... Alors, ça peut agir, mais je pense qu'il faut d'abord prendre soin de soi pour être complètement apte à aider les autres. Quand tu disais tout à l'heure... Achille, tu posais une question bonne, puisqu'effectivement, avec tout ce que tu fais, on pourrait se dire que ça peut... Un petit peu, tu sais, comme les éducateurs ou les assistantes sociales, quand ils rentrent chez eux à la maison, des fois, ils sont lessivés parce qu'ils encaissent tous les problèmes des gens. Et puis arrivés chez eux, ils encaissent tout ça et c'est compliqué. Ce qui est bizarre, c'est que toi, en t'ayant vu quelques minutes même avant l'émission, on n'a pas l'impression que tu sois... on voit que tu es bien en fait à mener ce projet parce que tu parles hyper sereinement, tu es hyper souriant, on sent que tu es apaisé, on sent que tu es zen. Alors peut-être que c'est une carapace, hein, je sais pas. Non. Mais on n'a pas l'impression que ça t'impacte comme beaucoup de gens que j'ai pu voir même hier lors de la conférence, des gens qui mènent vraiment... de front des projets et qui sont épuisés parce qu'ils sont tous les jours dessus à aider les autres, aider les autres. Mais je pense aussi que c'est dû à la personne qu'on est. C'est-à-dire que quelqu'un de mal organisé, qui ne sait pas forcément gérer dans sa vie, qui a des trucs... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que toi, j'ai l'impression quand même que cette association, tu l'as fait dans les règles et dans les temps. Tu l'as vraiment structuré. Et là, tu arrives à un stade où tout est organisé, tout est bien carré. Et quand tu vas faire des choses, c'est vraiment pour le plaisir, c'est pas une contrainte. Ah non, tu vois, jamais. Et ça se ressent. L'hôpital n'est pas une contrainte. Le reste, ça peut l'être parfois. Oui, surtout tout ce qui est quand on fait de l'associatif, c'est un système D. On fait tous les métiers du monde d'un coup. Comptable. Voilà, on est comptable. On est secrétaire, on est à la radio, on est à la télé, on est interviewé, on doit faire un site internet, on se débrouille. C'est pas une contrainte Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bien au contraire. Donc voilà, mais on mène ça de front parce qu'on est passionné. Et je pense que le projet Basket au pied, là où il est le plus sain, c'est qu'on l'a jamais imaginé que ça devienne un projet associatif. On s'est dit, ok, il y a... Et moi, je le dis, mais en toute franchise, on a un documentaire à écrire. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Attends, je regarde un petit peu sur les années passées. Bon, il y a quoi? Il y a de la nature, du sport, de l'image, de la télé, du contenu lié à tout ça. Et puis, il y a aussi une grosse partie de solidarité avec une association. Allons voir ce qui se passe, essayons de trouver un truc avec ça. Et puis, quand on a lancé ce documentaire à l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2018, très vite, on s'est retrouvé avec 50 000 et quelques vues sur une page qui était presque à zéro au départ. Donc, on a senti qu'il y avait une demande. Et puis, moi, je me suis dit, ok, super, je continue un petit peu, moi, ma vie, mes documentaires, etc. Puis, de temps en temps, quand j'aurai des images, je les mets dans un masque et je vais voir les gosses. Sauf que, ça, c'est sur le papier. Et puis, au moment où tu mets le doigt dans la prise... tu te dis, ok, il faut que je revienne parce que les gamins disent quand est-ce que tu reviens? Et ouais, c'est vrai, ça c'est une bonne question, quand est-ce que je reviens? Et puis en fait, c'était super, on a passé un super moment ensemble, donc bien sûr, j'ai pas de raison de pas revenir.
Et puis tu passes d'un hôpital à un autre parce qu'un jour on te dit mais attends, mais moi je connais un tel, sa gamine, elle est hospitalisée, est-ce que tu penses que quelque chose est faisable? Et dans ce que je suis au quotidien, je veux dire la générosité, la solidarité, je le disais tout à l'heure, c'est une forme d'éducation. C'est-à-dire qu'on ne devient pas quelqu'un de généreux si on a été radin toute sa vie. C'est un peu compliqué, dis donc. Voilà, on va toujours être un peu tiraillé. Même si on a envie d'y aller, on va y aller, mais ça va être compliqué. Voilà, la générosité, la solidarité, c'est un petit peu pareil. Et nous, gamins, ma mère nous a toujours inculqué d'aider les autres. Donc à Noël, on recevait le catalogue d'Amnesty International et on était tenu de choisir un cadeau parce que les profits revenaient à Amnesty International. Mais les cadeaux de l'époque, nous on était déjà passés dans l'ère un peu des jeux vidéo et compagnie. Et quand il faut choisir les stylos en bois taillés par les gamins de je ne sais où, ça ne me parlait pas, mais je voyais ma mère hyper investie là-dedans et je me disais ok, bon voilà, allez. Et donc je pense qu'il y a... Voilà, ça fait partie de l'éducation. Ouais, c'est vraiment ça qui fait la différence aussi. Hein. Ouais, c'est important. Et voilà, donc non, au début, j'avais pas du tout cette projection-là de l'associatif. Et puis en fait, j'ai mis vraiment les doigts dans la prise. Puis j'ai embarqué tout un chacun autour de moi, les gens qui étaient réceptifs, qui avaient envie d'eux. Et puis c'est ensemble qu'on a créé tout ça, même si aujourd'hui... c'est ma compagne et moi, je vais dire en backstage un peu. On a quand même 4000 personnes qui nous accompagnent sur Facebook, qui nous donnent des j'aime, qui nous donnent des partages, qui nous donnent de l'amour, qui nous donnent de la conviction, de l'énergie. Et ce projet associatif, c'est un tout. Et si nous, on fait bonne figure aujourd'hui, même s'il y a des moments compliqués et difficiles, on peut pas tomber, déjà on n'en a pas le droit, et puis je pense qu'on n'aurait pas la force de tomber parce qu'encore une fois je pense qu'on est suffisamment autour, et puis les réseaux sociaux, quoi qu'on puisse en dire, amènent une proximité, amènent une certaine promiscuité sur certaines choses, réseaux, hein, mais c'est porteur. La preuve, comme tu dis, il n'y a pas que du négatif. Tu as découvert Basket au pied sur les réseaux. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et moi je me posais la question, Manon, selon toi, t'as tapé basket au pied, Céline? Parce que non. C'est quoi? Parce qu'on sait que Céline est une fan de basket. Oui, c'est vrai. Alors, basket au pied, pour le coup, ça pouvait pas mieux tomber. C'est vrai, personnellement, quand j'ai entendu le nom de quand j'ai entendu le nom de l'association, quand j'ai entendu le nom de l'association, je me suis dit, alors, elle est fan de basket, alors là, qu'est-ce qu'elle nous tient? Tu pensais que ça avait un lien avec oui, moi je me suis dit, bon, peut-être qu'elle cherchait une paire de baskets, etc., regardez sur le truc, et pouf, elle est tombée sur ça. Pour gagner une et après, elle a gratté un petit peu, et elle a vu le projet associatif, elle a dit, une paire de coups, quoi. Non, mais bien vu. Ouais, alors ça a été dur, parce que le mot basket, en plus, ça pas du tout. Mais pourquoi ce nom-là, en fait? Parce que c'est le sport, ça bouge, les baskets. Ah non, mais j'ai absolument pas tapé ça. Ah bon, écoute, tant mieux. C'est le point de départ, la nature, elle est souvent liée au sport. C'est peut-être la connexion avec la terre, le voyage, et puis, les randonnées. N'importe quel sportif, que vous fassiez de la natation, vous êtes toujours ramené à une paire de baskets, tout le temps. Même si dans son sport, on ne pratique pas son sport avec une paire de baskets, il y aura toujours une paire de baskets. Et la natation n'a pas trop être en talon en général. Non, et puis l'arrivée des sneakers, etc. Enfin, le retour, des sneakers des années 90, hyper à la mode maintenant. Et d'ailleurs, on a fait une erreur énorme là-dessus. Parce que le mot basket a été acheté par tous les grands, Amazon, etc., Zalando, tous les vendeurs de chaussures ont acheté le mot basket. Donc nous, dans notre référencement, on a fait la chose la plus idiote possible. Si on avait appelé notre projet... Sneakers au pied. Ouais, non, mais si on avait donné un nom quand même beaucoup plus facile au référencement Google, on serait passé. Là, aujourd'hui, le référencement Google, et puis si je me trompe pas, il n'y a pas une nana qui a un blog... Et il y a une nana qui a un blog avec le basketaupied.com qu'on pensait avoir au début, et puis au final on s'est retourné vers le basketaupied.fr, mais elle ayant un peu plus d'ancienneté, avec un blog qui a, je sais plus, 300 personnes qui suivent, donc ce qui en soi est pas énorme. On se dit bon, ça va vite, logiquement ça va vite pas passer à la trappe, parce que je lui souhaite pas ça, même si non mais je dis ça parce que son blog est inactif depuis 2017 et en fait
elle remet à chaque fois une pièce dans le monnayeur, donc le basketopied.com ne ressort plus. Ah ouais. Oui, elle fait. Mais elle a raison. pratique quelque chose qui est pas très loyal, mais qui est très courant. mais que tout le monde fait. Que tout le monde fait. Mais voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette personne d'avoir eu la même idée que nous sur le nom. Mais en soi, mine de rien, Céline, de basket. Alors malgré un référencement qui peut paraître très compliqué d'un point de vue, vu les mastodontes qu'il y a et il arrive à quand même avoir une belle communauté quand même, quoi. Ouais, bah apparemment. C'est pas une petite communauté, parce qu'on nous le reproche souvent d'ailleurs. On nous dit souvent, oui, mais vous avez quand même une communauté, bien sûr. Si vous prenez toutes les communautés des autres associations, type le Rire Médecin et qu'on peut pas vous enlever, c'est que justement, alors moi c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que l'association elle a été quand même relayée pas mal de fois sur différents médias, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas forcément vous rendre visible. Ce que vous voulez rendre visible, c'est, non, j'ai même pas envie d'utiliser le mot visible en fait, parce que on voit que c'est fait avec le cœur encore une fois. Ouais, non, tu vois, t'es attaché à. Tu parlais tout à l'heure des j'aime et des likes qu'on vous envoie, mais c'est plus l'énergie des gens que vous avez envie de recevoir, c'est pas le fait d'avoir 400 likes sur une photo. Et ça prouve que c'est une vraie association. Moi, ce qui me fait parfois un peu grincer dans les réseaux sociaux, notamment Instagram et autres, c'est au-delà du parcours professionnel que j'ai pu initier avant Basket au pied. Je me dis, je suis encore trop à chaque fois qu'on met une photo d'un enfant à l'hôpital qui kiffe un moment vraiment particulier parce que le concept lui plaît, parce qu'on sait qu'il est ailleurs et que la photo finalement, parce que je sais pas si vous connaissez un peu l'hôpital, mais c'est l'endroit où les lumières sont les plus pourries du monde, quoi. Pour faire une photo là-bas, faut vraiment être et t'avoir l'iPhone 30, c'est pas grave, la photo sera nulle. Ou alors le Samsung, ou le dernier Samsung, ou le dernier Huawei, ou je sais pas. Voilà, mais bon, c'est compliqué. Et en fait, on se rend compte que quand je mets une photo de moi en selfie en disant aujourd'hui j'étais à l'hôpital, etc., machin, on arrive à 300, 400 j'aime parce que je sais pas, c'est comme ça. Les gens ont besoin de s'attacher aussi à une personne. Et quand je mets une photo d'un gamin dans un lit le lendemain, je fais 85 j'aime. 110 j'aime, et je me dis mince, alors est-ce qu'on n'est pas au bon endroit? Et puis ça, c'était très dur au début, et puis maintenant je me dis non, parce que la tendance s'inverse un petit peu. Moi, j'essaie de retirer au maximum mon image, parce que voilà, je suis là aujourd'hui, je serai peut-être plus là demain, donc autant ne pas s'attacher à une personnalité. Et je me dis tout ça fait son chemin, ça avance, et en fait finalement il y a moins de j'aime sur ces photos-là, mais c'est des j'aime beaucoup plus engagés dans la volonté de poser un j'aime, parce que la personne en qui la photo, ça... Après c'est humain, hein. C'est vrai que les gens ont besoin, et moi la première, j'ai besoin de m'attacher à une personne quand on voit un projet. C'est aussi comme ça qu'on aime mettre en lumière les choses. C'est pas pour contextualiser ou visualiser quelqu'un, c'est plus pour connaître l'histoire du projet. Et moi, c'est vrai que par exemple, quand je m'intéresse à une association, j'aime beaucoup connaître le parcours de la personne qui l'a fondée. Et je pense que c'est humain, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le réel. On a besoin de connaître l'histoire, l'origine des choses. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que quand il y a une photo avec toi, on se dit ok, on a envie de liker parce qu'on sait d'où ça vient, on connaît l'origine du projet, tu vois. Ouais, et puis on se dit, dis donc, qu'est-ce qu'il a ramassé depuis qu'il a commencé son projet? N'importe quoi. Dans l'hôpital, ça doit quand même pas lui faire du bien. Mais je voulais vraiment revenir sur quelque chose qui me touche. C'était le lien que tu as... c'est bon? Le lien que tu as entre toi et l'enfant. Non, pas moi. Non, t'inquiète, il y a des petits problèmes de micro, mais c'est pas grave. Tout va bien. Non, je sais en fait, c'est assez incroyable parce que je travaille avec les enfants et je sais l'œil, je dirais pas naïf, mais le regard que porte un enfant sur le monde est assez incroyable, et c'est vraiment, je pense, donnant, parce que tu donnes beaucoup, mais j'imagine que tu dois beaucoup recevoir de leur part, parce que moi je sais qu'après une journée, alors je ne travaille pas dans les hôpitaux, je travaille dans les écoles, etc., mais je sais que j'arrive parfois avec un discours, tu vois, parce que j'ai envie de leur apprendre une valeur, une transmission de savoir-faire, et puis en retour, j'ai quelque chose d'extraordinaire qui me vient, qui me vient à la figure, et puis quand je regarde, tu sais, sur les réseaux sociaux ou au Téléthon, des interviews d'enfants malades, je me dis, mais c'est incroyable. Moi, après, on ne sait jamais, tant qu'on n'est pas tombé dans la maladie, on ne sait pas la force qu'on aura à ce moment-là, mais je suis juste impressionnée du recul qu'ils ont
entre tout ça et entre la maladie et la vie et le rire et la joie et l'imagination qui continue d'être là. C'est assez incroyable. Je voulais savoir si toi aussi c'était aussi impressionnant. Je partage le recul, il est lié à la réalité en fait. C'est-à-dire que je pense que, moi je me souviens, gamin, le mot cancer, je me disais mais le jour où mon père ou ma mère ou quelqu'un de ma famille a un cancer, ça va être une catastrophe horrible, etc. Et c'est une chose qui est intervenue un jour dans ma vie et je n'explique même pas comment j'ai reçu la nouvelle, si je puis dire. En tout cas, voilà, il se passe quelque chose dans l'inconscient qui te permet de faire face. Et un enfant, il a cette force-là, elle est démultipliée. Et elle est aussi liée à la certaine naïveté. Et nous en tant qu'adultes, on a trop intellectualisé les choses. On a été trop confrontés à une surmédiatisation, à des choses. On est quand même réellement, indirectement, dans une micro-psychose, j'ai l'impression, parce que samedi matin, je prenais le café tranquillement et la télé BFM que je ne regarde pas tournait en fond derrière. Et le coronavirus, c'était donc le bandeau du bas et je me disais mais what? Et ça a duré 3 quarts d'heure et je me suis dit bon déjà avec un petit morceau de corona ils arrivent à broder quand même une épidémie plus que mondiale déjà écrasée, écrasante. Vocales qu'on reçoit en ce moment. Je ne sais pas si vous avez reçu aussi les notes vocales. Moi j'en peux plus. On voit que les notes vocales. Attention, dans 10 jours vous serez tous en quarantaine en Ile-de-France, donc faites vos courses. Le coronavirus se répand partout. Attention. Tu as qui comme contact dans tes contacts? Parce que moi personnellement sincèrement je te jure que moi j'ai beaucoup de. T'as reçu aussi hein. Sur Paris, on reçoit quasiment tous ça. Hein. Et les mêmes contacts que les tiens en plus. C'est assez surprenant que tu reçois ce type de contact. Et moi, donc ça veut dire que toi, on pense à toi. Et moi, on me dit, vas-y, toi, va crever. Vas-y, va le choper. Non, mais c'est un petit peu comme quand il y avait la contamination de l'eau. Je sais pas si tu te rappelles. Il y a quelques mois, on recevait plein de notes, de trucs. Faites gaffe et tout. Bref. Mais ouais, c'est. Ouais, c'est particulier. Non, donc voilà, donc je pense que nous, on a cédé à une certaine psychose de beaucoup. Quand bien même le cancer est quand même une maladie très large, hein, parce que le mot cancer, on peut le mettre à plein d'endroits. C'est aussi un peu la pathologie du siècle qu'on arrivera à abolir, j'en suis sûr. Voilà, je peux pas m'avancer, mais parce que personne n'a la science infuse. Et c'est encore malheureusement la nature qui commande, mais une nature qui est quand même aussi très déstabilisée par nos modes de vie, par le stress, par le rythme, par ce qu'on mange, et tout est lié, et tout est de notre faute indirectement. Parce que finalement, ces cellules cancéreuses, on les a, elles sont propres à nous et à notre construction. Après, c'est malheureusement nos modes de vie qui font qu'elles se développent ensuite. Font qu'elles se développent et voilà. Donc il y a des cas aussi comme ça de gens qui ont une telle phobie peu importe d'une maladie ou d'une pathologie qu'ils vont tellement se persuader qu'ils sont susceptibles de l'avoir qu'ils finissent par l'avoir en fait. Et c'est là en fait que réside tout le principal du projet de Basket au pied, c'est-à-dire que c'est la projection ailleurs, autrement, c'est sortir d'un quotidien, sortir de voilà, et on intervient aussi beaucoup auprès des parents, c'est-à-dire que quand on fait voyager un enfant pendant 10 minutes à peu près, derrière, s'il y a une curiosité, s'il y a un état psychologique, émotionnel un peu avancé chez le parent parce que la nouvelle du jour n'était pas forcément très bonne ou parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont là et il faut savoir qu'on intervient nous aussi auprès d'enfants en isolement, dans des chambres ISO 5 et donc l'isolement d'un enfant à l'hôpital c'est terrible quoi, c'est un sas, c'est compliqué, il n'y a que très peu de gens qui y vont, enfin voilà, et nous on intervient dans ces bulles, ce qu'on appelait à l'époque des enfants sous bulles, on y va et on passe aussi des moments géniaux parce que finalement c'est comme, je sais pas moi, partez en voyage à l'autre bout du monde et puis finalement vous rêvez d'un bœuf bourguignon. Je fais un parallèle très écrasé, hein, mais au final on revient et on a beaucoup plus de plaisir dans ce rapport culinaire. Et là c'est pareil, les enfants finalement
on est un espèce de rayon de soleil. Enfin, le concept est un espèce de rayon de soleil. Et tu leur proposes un catalogue du coup quand tu arrives, c'est eux qui choisissent ou alors Non. Un catalogue. Tu leur proposes plusieurs. Alors moi aujourd'hui je vidéos. veux le Mont Blanc. Est-ce que il y a surtout cette vidéo du Mont Blanc que vous avez fait Non, il y en a 2018, beaucoup, ouais. Et c'est donc eux qui choisissent ou c'est toi qui choisis avec la famille en fonction de... Alors non, alors la famille n'intervient pas ou on les laisse pas Oui. trop intervenir. Parce qu'en fait l'enfant... C'est le libre choix de l'enfant. Hein. C'est au libre choix et en fait l'enfant a très rarement le choix de quelque chose à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il est pas faux, d'ailleurs dans presque zéro refus de rien. C'est-à-dire qu'une piqûre on la refuse pas, un soin on ne le refuse pas. Ce que dit un médecin on l'entend et on ne peut pas ne pas l'entendre. Donc si tu veux à un moment l'enfant a le droit aussi de nous dire non. Comme il a le droit de dire non au clown. Et ça c'est important pour son intégrité, pour sa construction, de dire bah voilà, aujourd'hui j'ai eu envie de dire non, j'ai dit non. Ça c'est génial. Pour l'estime de soi, Voilà, pour l'estime de soi et puis pour sa construction. Donc nous on arrive, on a plusieurs montages. Et souvent on a des montages assez génériques dans lesquels l'enfant va partir au-dessus des cascades islandaises et puis la vidéo va dériver vers les sommets enneigés des Arcs et puis on va finir à survoler Israël, vue du ciel, le désert, la montagne, la chaleur, le kitesurf, la mer, etc. On essaie d'avoir un panel assez large. Après quand il y a une demande précise, on a des vidéos qui sont plus liées à la neige, etc. Voilà. Et puis à côté de ça, à terme, on aimerait, nous, que effectivement on est comme un catalogue. On avait dit un jour en rigolant, on va créer le Netflix de l'hôpital. Avec le carnaval de Rio, pourquoi pas, avec tout ça. Alors nous on fait beaucoup d'aérien parce que l'aérien permet d'avoir vraiment Un plan Paysage large. magnifique. c'est très large, l'impression que tu voles. c'est immersif, Ouais, le fait c'est de la liberté, comme le- dans les yeux d'un oiseau. Voilà. Et puis l'image au sol, elle est parfois un petit peu moins bien stabilisée. Et nous, on a besoin. On fait De pas de fluidité. vidéo hyper cut. On met pas une musique hyper rythmée. Non. Tout est très calme, très simple. C'est du piano parce que le piano a cette faculté aussi d'emporter. Donc voilà, non, mais on aimerait avoir un catalogue effectivement plus large, donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place un label qui s'appelle le label BAP, basket au pied, excusez-moi, c'est des raccourcis. Et le label basket au pied, en fait, il permet d'engager des boîtes de prod et notamment certains de leurs programmes dans le reversement solidaire des plans en fait aériens. Je donne un exemple comme ça, mais un échappé belle pourrait très bien porter le label basket c'est au vrai. pied et reverser Belle émission d'ailleurs. après chaque émission. Voilà. On leur a tendu une perche. Est-ce que vous nous avez écoutés? Ils ne l'ont pas prise. On l'a eu fait avec d'autres. Mais on a déjà, je note Phileas Image, Sébastien Logier. Voilà, c'est une production qui s'engage à fond pour les enfants. À travers et grâce à Basket au pied. Et en fait, tous les mois, on reçoit des rushs et des rushs. Ouais, génial. Et on propose effectivement une offre assez large aux enfants. Et puis indirectement, Basket au pied, c'est aussi de l'éducatif, de l'éducation. La nature est belle, les retours sont unanimes. Et ça nous permet, nous, derrière, de rebondir dans une phase de débrief avec l'enfant, de lui dire, voilà, cette nature que tu viens de survoler, elle est quasi vierge, elle est très belle, elle est très chouette, elle ne nous appartient pas, mais en soi, elle va t'être confiée dans les années qui viennent, et donc il va falloir que tu en prennes soin. Et puis voilà, et au-delà de ça, de cette pédagogie, on projette l'enfant dans un après. Voilà, chose qu'il n'a pas, parce que quand il est à l'hôpital, il est à l'hôpital. Et que... Donc nous, on lui donne un espèce d'espoir. Ouais, d'espoir, on lui donne une mission. Voilà, et puis... Quel retour tu as en général des enfants juste après avoir visionné ces vidéos? Quel mot ressort le plus? Ou est-ce qu'ils sont émerveillés? Est-ce qu'ils sont silencieux? Est-ce qu'ils sont... ça dépend de leur état en fait. Ouais. Ça dépend où ils en sont dans leur processus de soins, de guérison. On a toujours des bons retours. C'est vraiment unanime. Les médecins, c'est unanime. Enfin, on n'a pas de retour... Une fois, on a eu un retour un peu
négatif, mais on s'est rendu compte que l'écran s'était complètement désaxé dans le masque et donc l'enfant a vu un mur noir pendant 20 minutes. Merde. Il a simplement écouté la musique et là on s'est dit bon, voilà, c'était un raté de notre part. Donc effectivement, lui a pas trop kiffé le concept. Tu m'étonnes. Voilà, on reviendra dessus. Hein, j'espère que la musique était cool. Hein. Petite question. Ouais. On va inverser un petit peu les rôles. Tu es une magnifique présentatrice, animatrice, effectivement présidente d'association et tu fais beaucoup de bien, ou du moins tu tentes d'en faire un maximum, mais il ne faut pas oublier aussi que tu es une maman. Quel serait le regard que tu as en tant que maman si jamais ton enfant se retrouverait, et je touche du bois pour que ça n'arrive pas, dans ce type de cas de figure vis-à-vis de ce type d'association? Moi je trouve ça magnifique. Alors, moi, ce qui a bercé un petit peu tous mes choix et toute ma vie, c'est les voyages que j'ai pu faire. Et pour moi, les voyages, c'est ce qui va t'ouvrir le plus l'esprit. Moi, je viens d'une toute petite campagne, hein, je ne suis pas parisienne non plus. Et c'est vrai que le fait de voyager, que ce soit déjà à Paris, mais ensuite après dans d'autres pays, dans d'autres campagnes, dans d'autres villes, c'est ce qui m'a clairement ouvert l'esprit et forgé mes opinions que j'ai maintenant. Donc moi, l'initiative, c'est pour ça qu'elle m'a plu. C'est parce que je sais que le voyage, ça ouvre l'esprit, ça t'emmène dans des endroits, ça t'emmène dans des réflexions, ça t'emmène dans tes choix de vie ensuite. Et moi, je serais ravie que ma fille ait accès à ça si un jour, malheureusement, elle a un problème de santé. Parce que je sais que, comme tu le disais tout à l'heure, des fois, les aidants familiaux ou des aidants professionnels, donc que ce soit les thérapeutes, les médecins ou la maman qui va venir tous les jours, même si c'est une maman qui aime énormément son enfant, elle peut avoir des fois une attitude qui peut saouler l'enfant, à toujours demander est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien. Elle peut faire des choses maladroitement, même si c'est donné avec beaucoup d'amour. Et je pense que quelqu'un qui vient de l'extérieur t'apporter cette bulle d'oxygène, cette bulle de voyage, ça ne peut être que bénéfique. Donc forcément, je serais ravie que ma fille en bénéficie, bien sûr, dans ce sens-là. Ouais. C'est intéressant. Excuse-moi Manon, hein, j'ai posé la question. Bien sûr, on lui posera la question l'année prochaine maintenant. C'est en cours, le bébé. Bon Moi-même, j'étais pas au courant. On en apprend tous les jours. Il y a un scoop. C'est ça. Elle est enceinte. Non, c'est en cours. Elle travaille tous les soirs. Moi j'ai une question actuelle. Oui, c'est une urgence. Voilà. Tu sais que j'ai eu peur, je pensais vraiment qu'il y avait une vraie alarme. Moi j'ai une question d'actualité. Aujourd'hui on sait, alors ça date pas d'aujourd'hui, mais là vraiment c'est je vais pas dire dramatique, mais en tout cas c'est très inquiétant du moins, l'état des hôpitaux en France, la condition du personnel hospitalier. C'est d'actualité parce que j'ai cette vidéo en tête de ce professeur qui a interpellé Emmanuel Macron lors de sa visite. Voilà, la condition dans laquelle le personnel hospitalier vous accueille, association accueille les parents et puis est toujours là. Voilà, c'est un personnel qui est toujours là pour les enfants. Moi, je suis admirative parce que c'est des personnes, il faut le dire, il faut le rappeler, qui donnent c'est bien plus qu'un métier, hein. Là, c'est un don de soi aussi. C'est incroyable, toujours avec une bienveillance, une douceur, un sourire, un mot tendre. C'est vraiment important de le souligner. Je voulais savoir si toi, Antoine, est-ce que tu es d'accord avec déjà ce que je viens de dire par rapport au comportement du personnel hospitalier, et aussi est-ce que tu es d'accord, parce que toi tu le vois vraiment de l'intérieur, nous on n'a pas on voit pas vraiment ce qui se passe, tu vois, on entend des personnels hospitaliers qui se plaignent, donc j'imagine qu'ils se plaignent pas pour rien parce que c'est un métier qui est difficile. Est-ce que toi aussi tu le vois ça? Est-ce que c'est... Oui, on le voit bien sûr, bien évidemment. Alors on intervient dans plusieurs hôpitaux. J'ai deux exemples qui sont assez frappants, flagrants. L'hôpital Armand Trousseau à Paris, qui est un hôpital d'un certain âge, et l'hôpital de Clermont-Ferrand, qui lui est tout neuf. Donc il y a déjà deux environnements de travail qui sont très différents. Au-delà de ça, au-delà de parfois ce qu'on va pouvoir souligner au travers de l'insalubrité. Voilà. Je peux dire plus fort. Insalubrité. Ça y est, c'est dit. Voilà, ça c'est fait, j'ai réussi à le placer. Au-delà de ça, il y a l'engagement des personnes. Alors effectivement, ici vous avez la chance de travailler dans un studio très chouette, et je pense qu'au début d'IRM Radio, peut-être que c'était un peu différent, mais vous arriviez ici avec la même passion. Oui, c'est ça. C'était pas du tout, c'était pas comme ça, mais donc c'est à force d'abnégation et de une travail, histoire de confort. Après, je souligne
vraiment beaucoup le travail et l'implication du personnel soignant, d'accepter de travailler parfois dans des conditions très difficiles, dans des conditions de sous-effectifs. Là, pour le coup, on le voit, dans des services qui sont compliqués parfois, qui sont assez lourds comme nous, on peut le voir. Le manque de personnel, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué pour les soignants, mais aussi pour les enfants. Et voilà, parce que ça crée une tension, ça crée un stress, ça crée une accélération de certaines choses, des soins qui sont faits de plus en plus un peu dans le rush, mais toujours bien fait pour le coup. Sûr. Et c'est ça qu'il faut souligner aussi. Et puis au-delà de ça, c'est l'implication des associations, quelles qu'elles soient, toutes les associations qui interviennent à l'hôpital. Aujourd'hui, je trouve ça fabuleux. Il y a quelques temps, sur les réseaux sociaux, on a pris un scud par un internaute un peu énervé, qui est, je pense, la cible numéro 1 de Pablo Mira sur Quotidien, dans sa chronique des haters. Voilà. J'adore cette chronique. Le genre de mec qui se réveille le matin et qui a juste envie de poser une bombe à un endroit en disant tiens, voilà. Et ça vous est tombé dessus. Ouais. Et ça nous est tombé dessus, puisque nous, on finançait l'association au travers d'un crowdfunding, et parce que les gens nous le demandaient, et donc on a mis ça en place, et le titre c'était « Finançons ensemble le bien-être des enfants à l'hôpital ». Et donc cette personne, de manière assez lourde mais pertinente, dit voilà, c'est sûr, financez vous-même le bien-être des enfants plutôt que le laisser financer par le service public, l'État, etc. Question longue, large, vaste, dans lequel on peut se perdre. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont le mérite de ça. C'est-à-dire qu'en France, on a souvent tendance, encore une fois, c'est vraiment mon regard, mais souvent tendance à se plaindre de tout ce qui nous est mis à disposition. On pense trop souvent que c'est indu. On oublie aussi parfois que les conditions de vie ailleurs sont parfois pires, voire même exécrables, que finalement, même si l'hôpital Armand Trousseau est vieillissant à des endroits, ça reste quand même dans les règles d'hygiène, dans le très correct. Et puis les associations qui œuvrent autour, notamment l'association Chloé à l'hôpital Armand Trousseau, qui est présidée par le professeur Le Verger. Il faut savoir que c'est des assos qui arrivent à soulever plusieurs millions d'euros pour refaire un petit peu les services. Et moi, je trouve que c'est génial parce que c'est un engagement. On en a besoin. Et puis je pense que l'associatif a de très belles années devant lui, quand bien même notre cher président ne nous a pas rendu la tâche facile il y a 1 an et demi en supprimant l'ISF. Je suis persuadé que demain, il faut qu'on redonne encore plus d'élan à ces associations, que la responsabilité sociétale des entreprises doit être vraiment engagée dans des grands groupes, mais même dans des petites entreprises, parce que c'est avec un petit peu de tout un chacun qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et puis la solidarité, en France, on en a besoin de manière plus engagée. J'aurais parfois envie qu'on lève juste la tête de nos nombrils et puis qu'on s'engage un tout petit peu plus dans des choses qui nous entourent au quotidien et qu'on a complètement zappé avec le temps. Moi, je dis toujours... Nous, on galère à soulever des fonds depuis décembre dernier, depuis décembre 2019. Ce projet-là, on l'a financé seul pendant 1 an et demi. On a demandé 0 francs, 0 centimes à personne. Aujourd'hui, tu en es fier? Aujourd'hui, on est fier parce que ça nous a permis de construire comme on le souhaitait. Exactement. Sans rien devoir à personne. Et aujourd'hui, on est obligé de faire face dans notre développement national à des levées de fonds. Et on le voit très bien, en fait, c'est très compliqué de soulever des fonds parce que tant que vous n'avez pas été touché directement par la maladie ou autre, vous vous arrêtez pas forcément dessus, ou alors même de ça, vous la boudez parce que vous ne voulez surtout pas, de manière superstitieuse, vous dire que si vous pensez à un moment au cancer, le cancer va tomber. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a la planète et la sauvegarde de la planète. Et Basketopia a cette force-là, comme je disais tout à l'heure, cette projection vers l'avenir, où on explique que la nature est belle, c'est une projection écologique. Et aujourd'hui, la question de la sauvegarde de la planète, du réchauffement climatique, pour habiter à la montagne et connaître très bien mon environnement naturel, je
trouve qu'aujourd'hui, ce discours-là, il est rompu, il est biaisé, parce que c'est un discours qui est à la fois dans la bouche des politiques, dans la bouche des économistes, dans la bouche d'une société complètement dans l'inconnu, dans la réalité. Donc ce discours-là, chacun tire la couverture vers lui et attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est très simple. C'est qu'il va falloir à un moment, de manière plus locale, plus personnelle, c'est éduquer son prochain, éduquer ses enfants, leur expliquant qu'on doit trier, que la nature est belle, que ci, que ça. Et l'avenir, il réside dans ces enfants-là. Donc l'avenir écologique de la planète résidera dans ce que vous aurez la force de transmettre à vos enfants. D'où l'importance de la transmission et l'éducation, encore une fois. Ouais. Donc c'est très éducatif, c'est très local, et voilà, et encore une fois, l'associatif permettra... voilà, je pense que si on sensibilise les enfants très tôt à un engagement, quel qu'il soit, à titre associatif, on arrivera à faire des belles choses. Et puis voilà, la politique reste la politique. Alors, on ne parle pas politique aujourd'hui. Petite question, l'association contient combien de membres? Eh bien, on est 2. Alors, officiellement, on est 3. Officieusement, on est 2. La troisième, elle faut rien, c'est ça? Oui, non, je plaisante. Je sais qu'elle a une carrière exemplaire. Cette troisième personne, c'est ma maman. Et donc, elle nous accompagne. Voilà, c'est symbolique, elle nous accompagne. Elle est investie, hein, mais elle est aussi voilà, passionnée comme une maman de voir qu'on se réalise dans autre chose que du professionnel, du mercantile. Et donc, elle est contente de ça. Après, on a 2 nouvelles recrues, 2 intervenantes sur l'hôpital de Sion en Suisse. Donc là, c'est deux super nanas, 2 super nanas qui font du sport. Et voilà, c'est pareil, on embauche que des intervenants qui sont liés souvent au sport ou au monde médical. Là, on a quelqu'un qui va bientôt arriver sur Clermont-Ferrand, qui est à la fois sportif et aussi psychiatre. Et donc, voilà, ça nous rassure aussi de se dire qu'elle ne nous a pas pris pour des fous. Céline, tu penses qu'il y aura une place pour moi? Pour son association. Je pense qu'il y a moyen que j'intègre. Alors, tu es un sportif qui n'a pas réussi, puisque tu es chez IRM, et tu n'es pas dans le médical. Donc, à mon avis... tu n'as pas on peut à la rigueur le prendre clown. Tu es un bon animateur sportif. Alors, tu vois, c'est des rencontres. Non, mais alors là, franchement, elle dit carrément, j'ai pas réussi. Tu viens de dire qu'il faut qu'il soit sportif ou dans le médical? Je suis un ancien sportif. Oui, j'ai un ancien sportif, effectivement. Voilà. Non, mais c'est souvent, je dis ça, mais c'est la porte d'entrée. On veut à un moment qu'il y ait un lien direct. Et après, c'est des rencontres. Et c'est pareil, il n'y a pas longtemps, on nous a dit, mais Antoine, si tu veux faire avancer, si tu veux soulever des fonds, etc., il faut que tu trouves un parrain, quelqu'un de connu qui parle de ton asso. Et ok, peut-être, effectivement, il va falloir un jour qu'on fasse ça. Mais on ne va pas aller chercher cette personne-là. Et on va attendre que la rencontre se fasse, qu'il y ait un réel intérêt. Moi, je veux pas aujourd'hui d'une célébrité qui trouvera le moyen de briller au travers de la cause qu'on porte, parce que voilà. Et puis après, c'est l'autre côté, c'est celui qui n'a plus besoin de briller et qui finalement n'a pas le temps de parler de cette association, parce que voilà, ça fait pas partie de son quotidien, et donc c'est compliqué. Tout à l'heure, tu as dit un mot que j'aime beaucoup et qui résume assez ton association et ta personne, c'est le mot évidence. Et je pense que si un jour tu trouves justement cette célébrité ou quelqu'un en tout cas qui rendra plus visible ton association, ce serait une rencontre évidente, je pense, entre vous. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors par contre, c'est vrai qu'on est souvent un peu cachés dans nos montagnes, donc je me dis... à quel moment on va rencontrer... vous brillez aux yeux des enfants. Mais t'es bienvenue à Paris aujourd'hui, donc peut-être que sur le chemin du métro, tu croiseras je ne sais qui. Oh là là. Alors malheureusement, on arrive presque à la fin de l'émission. J'avais encore une tonne de questions, mais je pense qu'on a quand même pas mal échangé. Moi, j'aimerais juste savoir, aujourd'hui, basket au pied, qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui vous serait utile pour faire encore plus de choses ou pour faire des choses, mais d'une plus belle manière? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui au sein de l'association? Alors le nerf de la guerre, on le connaît, hein, c'est l'argent, mais en soi, je dis toujours, il faut que chacun vienne nous voir avec ce qu'il a de meilleur dans les mains et dans la tête. Voilà. Donc on peut très bien devenir demain simple adhérent et participer à la vie associative, sur les prises de décision, etc., pendant les conseils d'administration. Il y a aussi
le fait de pouvoir donner du temps et de devenir intervenant à l'hôpital après un recrutement précis, une formation, etc. C'est vous-même qui faites les formations ? On s'en occupe, Super, bien sûr. ok. Et puis après, devenir mécène pour les entreprises ou pour les personnes qui ont envie de faire un don. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la défiscalisation, elle nous appartient. On a 60% d'abattement sur un montant pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Ça, c'est une vraie force pour nous. Et puis donc effectivement, les bonnes initiatives sont les bienvenues. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui n'ont pas un centime en poche et puis qui finalement, au travers de leur basket, décident de courir 1000 km et de traverser la France. Ça tombe bien, j'ai plein de baskets. Et de traverser la France en courant pour soulever des fonds à notre association. Donc tout un chacun a quelque chose à amener en fait. Simplement, il faut savoir pourquoi on vient et dans quel état d'esprit. Et si on vient dans une asso pour faire des rencontres, oui. Si on vient dans une asso pour accompagner les enfants, oui. Si on vient dans une asso pour se faire du bien, non. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, on n'est pas... fait du bien aux autres. On n'est pas psychologue, quoi. On n'est pas psychiatre. Et on va pas porter tout ce qui est déjà compliqué. Bien sûr. Plus les complications des autres, quoi. Donc voilà. Achille, Manon, un dernier mot, Antoine ? Alors... Pour ma part, j'étais vraiment, je te le dis, une petite confidence, j'étais vraiment très, très heureuse de t'avoir aujourd'hui, d'avoir basket au pied aujourd'hui. Je trouve que forcément, moi qui travaille avec les enfants, c'est quelque chose qui me touche. Parce que c'est un public, c'est vraiment, je le fais par passion, ce métier. Les enfants, c'est l'avenir de demain, c'est de la vie qu'on a entre les mains, c'est quelque chose de précieux. Et ce que toi, tu arrives à leur procurer, même si c'est juste le temps de 10 minutes, ça n'a pas de prix. Et je te remercie, toi et ta compagne, pour donner du temps aux enfants. Je vous souhaite vraiment de continuer. Je vous souhaite d'être autant épanouis, vous. Et puis, je souhaite aux enfants d'avoir un jour un catalogue et de pouvoir choisir quelle partie du monde ils aimeraient explorer. C'est gentil, merci beaucoup. C'est ça. Vu que tout a été dit, je ne dirais que ça. Merci beaucoup. Excellent. Non, c'est moi qui vous remercie d'avoir l'audace de porter ce genre d'émission, de porter et de supporter toutes les initiatives qui sont faites autour de la solidarité. Ça, c'est important. Et puis, Mais tu sais que cette émission, elle existe grâce à BFM en réalité. Tu sais pourquoi ? Non, je disais ça. Alors, grâce ou à Alors, cause. moi, je ne sais pas, dirais plutôt à cause. Non, parce que tu sais, moi, je suis journaliste depuis que j'ai fait cette école, l'Académie audiovisuelle, il y a quelques années. C'est célèbre journaliste. Et super. Et puis, on fait ton pédigré ? On fait ton pédigré ? Laisse-moi tranquille, c'est la fin de l'émission. Voilà. Et j'étais assez attristée de voir qu'on me proposait que des jobs dans ce type d'émission, en réalité, BFM. Alors, moi, j'ai beaucoup bossé pour une chaîne qui s'appelle Non-Stop People, par exemple. Ouais. Ça m'a beaucoup apporté, c'est cool, mais c'est pas du tout ma cam. En réalité, parler de Nabila ou de Kardashian, ça m'intéresse pas. C'est pas intéressant non plus. Ouais, reste tranquille. Et j'avais besoin de parler de choses qui résonnaient en moi et qui résonnaient aux autres, en fait. Et encore une fois, les mots transmission, comme tu disais tout à l'heure, et éducation, pour moi, sont hyper importants. Alors, je travaille pas auprès des enfants, mais j'ai une petite fille et je pense que c'est aussi elle qui m'a donné cette envie-là. J'ai longtemps bossé aussi dans le social pour avoir une agence d'aide à domicile auprès de personnes handicapées, atteintes d'Alzheimer et de jeunes autistes, par exemple. Donc, c'est vrai que moi, j'avais besoin de faire du journalisme solidaire, de faire du journalisme qui faisait du bien, de faire du journalisme qui, contrairement à BFM Business, par exemple, qui va montrer les gros entrepreneurs qui déchirent et qui ramassent plein d'oseille parce qu'ils volent les concepts des gens qui ont des belles idées dans l'association, ça m'intéressait un peu moins et je trouvais ça hyper intéressant pour très peu le voir en radio, en télé, de montrer des projets associatifs et en fait des personnes qui sont peut-être pas connues et qui n'ont pas... un cas sur leur follow, sur leur Instagram, mais qui ont des idées de cœur, qui ont des idées humaines, qui ont des idées pour l'environnement, pour l'enfance, pour les personnes isolées, enfin voilà. Donc c'est grâce à BFM quelque part si cette émission a vu le jour. C'est bien, il faut qu'on reconnecte l'humain. C'est important de reconnecter l'humain. Voilà. En tout cas, merci à toi. Le 2.0 nous a un peu déconnectés finalement.
Merci à vous. Merci vraiment à toi pour ce projet. Longue vie à Basket au pied. Et puis, bien évidemment, on reste connecté. Si on peut t'aider à un moment donné, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Bravo pour tout ce que tu entreprends. On peut te retrouver donc sur basketaupied.fr et non pas .com. Faites pas la bêtise. Sinon, vous n'allez pas trouver le même pas contenu. tout ça, s'il vous plaît. Et puis sur Instagram, Basket au pied tout simplement. Sur Instagram, sur Facebook et puis bientôt, du 1er mai au 31 août, on part faire le tour de France des hôpitaux. Ok. Voilà, on va référencer tous les services d'hémato-oncologie, on fait une 15aine de villes en camping-car avec ma compagne et notre petite fille qui a fêté ses 1 an il y a 15 jours. Ah ouais, d'accord. Voilà, et donc on part pour 4 mois. Anniversaire. Ça va lui faire plaisir. Voilà, on part pour 4 mois sur les routes, 6000 km et c'est basket au pied, une se nouvelle déploie aventure. Au national. Voilà. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous parce que si vous avez des bonnes initiatives et que vous habitez dans les grandes villes de France, on sera juste content déjà de vous serrer la main ou de vous faire la bise pour contrer ce vilain coronavirus. Et de vous rencontrer pour partager au travers de l'aventure et de faire en sorte qu'elle puisse rayonner de plus en plus. Voilà. Super. Merci encore à toi. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre association. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle semaine. À très vite. C'est passé fini. Tu le sais. Tu continues à danser sur des hits sales. T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. Je pourrais être ton beau gosse, je pourrais te faire du viscar. T'allumes toutes les flammes et je suis docile comme un bolos. Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Il y a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. À saigner pour la gloire de voir mon corps s'asseoir près d'eux. Une pensée viscérale qui finit par les rendre